Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast de Unit, le podcast dédié aux énergies vertes. Aujourd'hui, notre expert, Xavier Perminja, vous le connaissez, est directeur d'activité dans le photovoltaïque chez Unit. Bonjour Xavier. Bonjour Marian. Donc, notre sujet du jour, c'est, comme tu le sais, le bail amphithéotique. Mais on va en parler, bien sûr, on va parler d'autres baux. En 2 mots, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le bail amphithéotique ? Ouais, alors le bail amphithéotique, c'est un contrat de location entre plusieurs parties, un locataire qui sera donc le preneur à bail et un bailleur qui sera le propriétaire et qui se caractérise par plusieurs points, parmi lesquels la longue durée, c'est une des caractéristiques principales de ce bail, et le fait que ce soit constitutif de droit réel. C'est-à-dire que c'est un bail qui va permettre à un locataire, de faire finalement ce qu'il veut sur le terrain. C'est une des caractéristiques principales de ce bail. D'accord. Alors pour mieux comprendre, il y a quand même plusieurs types de baux sur les terrains nus, les terrains agricoles et tout ça. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments de comparaison avec d'autres types de terrains, d'autres types de baux agricoles ? Oui, bien sûr. Alors, sur ce sujet, effectivement, nous, quand on parle de centrales photovoltaïques, on est souvent en lien avec des propriétaires fonciers dans le milieu rural. Donc, c'est vrai qu'on s'est pas mal penché sur toutes ces questions de différents baux qui peuvent exister dans ces secteurs-là. Déjà, un bail rural, par défaut, il faut savoir que c'est une mise à disposition à titre onéreux d'un terrain qui est à usage agricole. Et l'objectif derrière, c'est d'exploiter une activité agricole sur ce terrain. Donc finalement, nos projets de centrales photovoltaïques ne seraient pas éligibles à ce type de baux, mais il faut avoir en tête que c'est des baux qui sont assez complexes et auxquels on est quand même souvent confronté, puisque finalement, une caractéristique principale d'un bail rural, c'est que dès lors qu'il y en a un entre un propriétaire et un exploitant, ça va être très compliqué de venir interrompre ce bail pour signer par exemple un bail amphithéotique avec nous pour faire une centrale photovoltaïque. Donc on s'est pas mal penché sur la question et il faut, quand on est propriétaire d'un foncier, on n'est pas toujours au courant en fait du type de bail qu'on a avec notre exploitant, parce que parfois on pense qu'il n'y en a pas, parce que parfois on pense que un accord oral n'est pas constitutif d'un bail. Or, c'est pas le cas. En fait, il suffit qu'il y ait une mise à disposition d'un terrain en contrepartie, pas forcément d'argent, de par exemple une botte de foin ou une bouteille de vin une fois par an, pour que ça soit constitutif d'un bail. Et dès lors qu'il y en a un, finalement l'exploitant est assez protégé en France et il aura son mot à dire. C'est-à-dire que si jamais il ne veut pas abandonner ses droits au bail qu'il a, on ne pourra pas nous lancer de projet. Donc si on détaille rapidement ces différents baux qui existent, ces différents baux ruraux, la durée minimale en général c'est 9 ans. Alors effectivement, quand on parle d'un bail oral, la difficulté, ça va être de dire quand est-ce que ce bail a commencé. Dater le début du bail, c'est assez complexe, mais c'est une durée de 9 ans qui est en général prise par défaut. Et ensuite, on a des baux, donc on a le bail à ferme de droit commun, qui est le plus classique, et qui permet au preneur d'avoir un droit notamment au renouvellement de son bail. C'est-à-dire que en fait, le propriétaire parfois ne peut même pas s'opposer au renouvellement. Et quand il peut le faire, il doit donner un préavis de 18 mois, donc c'est extrêmement compliqué. Dans ces baux-là, on a aussi les baux à métayage, par exemple. La différence, c'est que le propriétaire ne recevra pas d'argent, de redevance, mais une part de la récolte, par exemple. On a des baux aussi, des baux à long terme, de 18 ans, des baux de 25 ans, des baux de carrière qui couvrent en fait qui ont une durée minimale de 25 ans, qui couvrent l'année, la carrière entière d'un exploitant agricole, par exemple. Donc ces baux-là, par exemple, doivent avoir la forme d'un acte notarié, ce qui n'est pas le cas de tous les autres. Mais voilà, donc là, je viens de parcourir un peu en vrac tout ce qu'on peut avoir comme type de baux ruraux, qui finalement ne sont pas adaptés à nos activités dans le photovoltaïque, mais auxquels on est très fréquemment confronté parce qu'ils sont souvent en place sur le terrain qu'on va viser et que les propriétaires vont souhaiter nous mettre à disposition. D'accord, donc vous, dans le photovoltaïque, vous travaillez plutôt sur du bail amphithéotique. Et en détail, comment ça fonctionne un bail amphithéotique ? Alors, avant de rentrer dans le détail du bail amphithéotique, il faut avoir en tête que nous, on va fonctionner via des promesses de bail. C'est-à-dire qu'on ne va pas signer un bail qui est un acte notarié, donc ça veut dire faire intervenir un notaire, ce qui peut être long et complexe, dès qu'on va lancer un projet. On va d'abord signer cette promesse. La promesse, elle va lister les grandes conditions du futur bail et elle va consister en un engagement du propriétaire à signer le bail une fois que le projet sera développé, c'est-à-dire une fois qu'on sera prêt à le construire. Ensuite, si on arrive dans le détail du bail amphithéotique, comme je disais en introduction, finalement, une des caractéristiques principales de ce type de baux, c'est que c'est 18 ans minimum
et ça peut aller jusqu'à 99 ans. C'est les baux les plus longs qu'on peut signer en France. Pour info, il y a d'autres pays dans lesquels ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Je pense notamment, je crois que c'est au Kenya où ça peut aller jusqu'à 999 ans. Mais voilà, donc nous c'est 99 ans max. Ça nous permet aussi d'avoir des droits réels. Ça c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que quand on signe ce type de bail, finalement l'objet qui est pour nous, dans notre cas UNIT, est de construire une centrale photovoltaïque, n'est pas précisément déterminé dans le bail, et en soi on pourrait faire ce qu'on veut de ce bail-là. On pourrait notamment hypothéquer le terrain, c'est comme si on était propriétaire finalement. C'est important pour nous pour plusieurs raisons, je ne sais pas si je dois rentrer dans le détail, mais notamment quand on va construire une centrale photovoltaïque, finalement c'est une société de projet dédiée qui va construire cette centrale, et c'est cette société de projet qui va s'endetter auprès d'une banque, et la banque finalement va prendre des garanties. Et qu'est-ce qui sera la garantie ? Ce sera aussi le terrain, en tout cas le bail qui aura été signé. Voilà, je rentre pas trop dans le détail. Une des autres spécificités, c'est qu'on est tenu de payer une redevance, ce qu'on appelle le canon amphithéotique, qui peut être modique, même si c'est loin d'être le cas aujourd'hui sur les projets qu'on développe, notamment du fait qu'il y a une assez grosse concurrence pour trouver des terrains qui soient éligibles pour construire nos centrales. On va peut-être y revenir. Mais voilà, donc c'est une des spécificités de ce type de bail. C'est pas le cas de tous les baux. Par exemple, le bail à construction, qui est l'autre type de bail envisageable, j'en parlerai un petit peu plus tard, on n'est pas tenu de payer un loyer sur ce type de baux. Une autre spécificité également, c'est que par défaut, l'installation revient au propriétaire en fin de bail. C'est-à-dire qu'à la fin du bail, la centrale solaire, par défaut, reviendrait dans les mains du propriétaire. Ça, en général, on nous demande d'y déroger. Les propriétaires demandent de déroger à cette clause en insistant sur le fait qu'on doit remettre le terrain en l'état initial à la fin du bail. Souvent, les propriétaires ont peur de ce que sera une centrale dans 30 ans, ce qui peut se concevoir, même si on pourrait aussi penser que, puisque les panneaux ont une durée de vie de plus de 40 ans, ça serait intéressant de finalement conserver une installation en propre en tant que propriétaire. Mais c'est sûr que quand on n'est pas un professionnel du secteur, ça peut être intimidant et ça peut être une vraie crainte de se retrouver avec ce type d'installation sur les bras. Il faut savoir aussi que ce type de baux ne peut pas être reconduit par tacite reconduction. C'est une des spécificités, notamment par rapport aux baux ruraux dont je parlais juste avant. Et enfin, qu'on est taxé sur les revenus fonciers, donc sur le canon, comme un revenu foncier, même s'il n'y a pas de TVA. Et qu'on sera taxé à la fin sur les constructions, sur la valeur des constructions justement qui seront cédées à la fin du bail. Ça, c'est aussi important parce que c'est une différence notable avec le bail à construction. Et quand tu dis on sera taxé, tu parles de laquelle des deux parties ? Le propriétaire, effectivement. Le propriétaire va toucher un revenu locatif et il paiera là-dessus et sera taxé. Les taxes. Donc, quel type de bail amphithéotique peut-on établir avec UNIT ? J'ai noté tout à l'heure que tu as parlé de bail de 30 ans, par exemple, à différence de ce qui peut être fait. Oui, alors nous, on essaie UNIT a intérêt, finalement comme beaucoup de nos confrères, à avoir des baux les plus longs possibles. Parce qu'aujourd'hui, en l'état actuel des connaissances qu'on a, on estime que le solaire, ça va être utile dans plus que 18 ans. Donc finalement, on essaie de signer les baux les plus longs possibles. La durée minimale qu'on souhaite avoir, c'est une 30aine d'années. Pourquoi ? Parce que quand on construit un business plan sur ce type de centrale, il faut savoir que l'investissement, il est assez colossal. C'est de l'ordre d'1 million d'euros par hectare qu'il faut avoir en tête. Et donc pour rentabiliser cet investissement, on a besoin d'une certaine durée qui nous permet d'avoir une visibilité, notamment aussi d'emprunter les sommes nécessaires et d'amortir cet investissement. Mais j'insiste quand même sur le fait qu'on est assez souple chez UNIT. Donc un bail amphithéotique, c'est un document qui est notarié, il y a pas mal de règles à mettre en place, qui est assez strict, mais on est capable, en tout cas nous, de s'adapter aux besoins des propriétaires, et c'est vraiment une de nos marques de fabrique. On insiste beaucoup là-dessus, même dans la promesse de bail qui précède ce document, on essaye de prendre en compte toutes les problématiques spécifiques de chaque terrain, de chaque exploitant et de chaque propriétaire. Alors, quel accord peut-on espérer en termes de revenus ? Tu as parlé déjà de montants assez élevés en termes d'investissement. Comment est-ce qu'on calcule le loyer sur ce bail ? Alors, nous, pour définir un loyer, je pense qu'on en a parlé dans certains épisodes précédents, mais c'est vrai que c'est une des questions clés, notamment sur ce sujet un peu aride, c'est peut-être le sujet qui va intéresser le plus les auditeurs. On va d'abord regarder la surface du terrain. Effectivement, plus le terrain est grand, plus il est intéressant pour nous et plus on pourra se permettre d'être généreux en termes de loyer. On va regarder pas mal d'autres paramètres, la distance au poste de raccordement, les contraintes éventuelles des ABF, des inondations, etc. etc. Et puis tous ces paramètres pris en compte, on va estimer le coût de construction de la centrale et à partir de quelle
puissance installée notamment, on a un projet qui est rentable économiquement pour nous. Et ensuite, en fonction de l'intérêt du site, on peut se permettre d'être généreux ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des projets sur lesquels on va avoir des loyers qui vont être de l'ordre de 500 à 700 euros par hectare, et d'autres, on va être à 8 000, voire 10 000 euros par hectare. Donc voilà, c'est très difficile de donner des fourchettes. La moyenne aujourd'hui en France, c'est autour de 2000-2005. 2000 à 3000 on va dire, et nous on est dans cette fourchette. Après voilà, on s'adapte effectivement selon le type de site. Donc chez Unit, vous travaillez sur des baux qui sont longs, vous avez une certaine expérience de la thématique, vous avez sans doute déjà été confronté au problème des successions. Comment ça se passe quand quelqu'un décède dans le cadre d'un bail emphytéotique? Alors effectivement, on a été confronté à cette problématique. On a même été confronté à cette problématique avant de signer le bail, puisque la promesse de bail dont j'ai parlé juste avant et qui couvre le temps de développement, c'est-à-dire 2 à 3 ans, parfois plus, finalement, cette promesse de bail, ça nous est arrivé d'avoir des propriétaires qui s'engagent dans la promesse puis qui décèdent. Donc dans ce cas-là, c'est l'héritier. En fait, c'est l'héritier, c'est le propriétaire du terrain, donc qui peut être un héritier, mais qui peut être aussi quelqu'un à qui on aurait vendu le terrain. C'est-à-dire que quand on signe une promesse de bail, on a le droit ensuite de vendre le terrain. Les obligations de la promesse viennent avec le terrain. Mais donc c'est ce repreneur qui est tenu par les obligations de la promesse. Donc c'est la même chose finalement quand un propriétaire décède dans le cas d'un bail emphytéotique, c'est son successeur qui reprendra le terrain et donc le bail et donc ses obligations. Dans les faits, ça ne pose pas vraiment de problématique pour l'exploitation de la centrale. Alors à ce sujet, quels sont les avantages et les inconvénients du bail emphytéotique en général? Tu en as déjà listé quelques-uns, mais si tu peux nous les remettre à l'esprit, ça peut être pas mal. Ouais, alors il faut voir comment on regarde les avantages. Est-ce que c'est du point de vue du développeur de projet comme Unit ou du propriétaire? Ce qui est sûr, c'est qu'un bail à construction, il peut être un peu plus sécurisant pour le propriétaire parce qu'il indique on a une obligation de construire et on peut mettre des restrictions finalement dans la construction. Ça veut dire que dans le bail, on va dire ce bail est destiné à se construire une centrale solaire, et donc finalement ça vous assure que vous n'aurez pas un HLM sur votre terrain au bout de quelques années. Même si effectivement c'est rarement l'objectif, et puis c'est rarement possible d'un point de vue de l'urbanisme de toute façon. Donc c'est pas un vrai risque, mais on peut comprendre que pour un propriétaire, il s'engage sur 30 ans et il a envie de savoir ce qui va se passer sur son terrain. Donc je dirais que l'avantage principal pour le propriétaire, il est là. Par contre, voilà, un bail à construction, ça veut dire que vous n'avez pas forcément de redevance et à l'inverse, vous n'avez pas de taxe sur la construction en fin de bail. Donc un bail à construction est extrêmement intéressant pour un propriétaire, à la limite pour deux choses: la restriction qu'il peut imposer aux développeurs, et puis s'il souhaite récupérer la centrale en fin de bail sans taxe, dès lors que je crois on dépasse une trentaine d'années d'exploitation. Donc voilà, mais il faut savoir aussi que ce type de baux est quand même compliqué parce que dès lors qu'on va devoir faire des modifications dans le projet, à chaque fois on va devoir retourner voir le notaire ou le propriétaire pour faire acter les modifications dans le bail, et donc ça risque de complexifier le développement et la construction future du projet. Donc pour un acteur comme nous, on préfère partir sur un bail emphytéotique, tout en rajoutant des contraintes. Éventuellement, on est capable de se dire, dans la promesse de bail à minima, qui n'est pas le bail, on se met une contrainte sur ce qu'on va être obligé de faire comme aménagement sur le terrain. D'accord. Voilà. J'en conclus que tout se passe d'ailleurs par un notaire. Ça se passe avec des actes notariaux. Ça se passe avec des actes notariés au niveau du bail, mais pas de la promesse. Et ça, on y tient pas mal. C'est-à-dire que si on doit passer par un notaire dès lors qu'on signe la promesse, donc avant même d'avoir le projet qui est développé, c'est énormément de temps passé. Déjà qu'une promesse de bail peut mettre beaucoup de temps à se négocier, puisque finalement, comme je le disais tout à l'heure, elle liste les conditions principales du futur bail. Donc, et c'est normal, mais les propriétaires sont souvent très, très pointilleux sur les termes. Mais si en plus on se fait passer par un notaire, et puis ça nous arrive parfois, puisque parfois on a des propriétaires qui souhaitent vraiment passer par leur notaire, même à ce stade, on perd un temps monstrueux. Et il faut savoir que ces projets-là de centrale, ils sont toujours un petit peu contraint par le temps, puisque finalement il y a pas mal de paramètres qui font que plus on obtient le permis de construire tôt, plus le projet a de chances d'aboutir. Je pense notamment au fait que pour se brancher sur le réseau électrique, c'est premier arrivé, premier servi en fait. Donc un projet, si on n'a pas notre permis de construire, on ne peut pas réserver notre place sur le réseau, et on ne va pas lancer les démarches pour avoir ce permis de construire tant qu'on n'aura pas signé la promesse de bail. Donc tout ce qui peut ralentir la signature de la promesse ralentit le projet et est une réelle contrainte
pour le projet et peut mettre en péril même sa réalisation. Et effectivement, après, en ce qui concerne le bail emphytéotique, là, ça passe devant notaire. On n'a pas le choix, de toute façon, mais c'est le cas aussi pour un bail à construction. Comment on peut sortir d'un bail emphytéotique ? Tu viens de parler de toute la partie réglementation notariat. Comment est-ce qu'on fait quand il faut, ou quand on veut, ou quand on doit sortir d'un bail emphytéotique ? Alors déjà, pour un preneur à bail emphytéotique, autrement appelé par le doux nom de emphytéote, on ne peut pas sortir d'un bail emphytéotique avant 18 ans. Moi, je l'avais dit en introduction, la durée minimale d'un bail, c'est 18 ans, et finalement, on ne peut pas rompre un bail avant ça. Pour ce qui est côté propriétaire, il y a deux points qui peuvent permettre de sortir de ce type de bail, de le rompre. Le non-règlement des loyers, donc du canon, qui est une des conditions de rupture, et puis la dégradation du fonds. C'est-à-dire que si jamais le propriétaire montre que le preneur à bail a dégradé le terrain de façon importante, c'est une des conditions qui font qu'il peut demander la résiliation du bail. Et c'est les deux seuls finalement. Ok, mais ça c'est quand il y a des soucis ou quand il y a des problèmes entre les deux parties. Est-ce que tu as des histoires intéressantes à nous raconter sur des signatures de bail emphytéotique qui auraient été problématiques ? Oui, alors en général ça se passe plutôt bien, notamment parce que quand on signe le bail, vu que c'est à l'issue de la phase de développement de projet, en général, on a passé 2 à 3 ans à discuter avec le propriétaire. Là aussi, c'est ce que nous, on essaye de mettre en avant à Unit, c'est la concertation avec le propriétaire tout au long du développement du projet. Donc finalement, quand on arrive au moment du bail, c'est qu'une formalité et puis il n'y a plus trop de débat, d'autant plus que les grandes conditions de ce futur bail ont été négociées lors de la signature de la promesse de bail. Mais ça peut arriver qu'on se retrouve avec des propriétaires qui essayent en dernière minute d'obtenir des avantages supplémentaires. J'ai eu des cas, j'ai eu notamment un cas d'un élu, un maire qui, lors de la signature du bail, on avait développé un projet, ça avait pris 3 ans. On arrive devant le notaire, et puis donc moi j'avais le mandat pour signer de la part de l'entreprise, et lui, en tant que maire, signait pour la commune. Et puis à la fin, au moment de signer, il barre le montant du loyer sur le bail, sur le document rédigé par le notaire, et il rajoute 10%. Et donc finalement on s'est retrouvés un peu comme des idiots où il m'a regardé en me disant en fait c'est 10% ou rien. Et il se trouve qu'on était sur un projet assez contraint, c'est-à-dire que ces projets-là c'est pas toujours des poules aux œufs d'or. Donc on est reparti sur une négociation mais qui a duré toute la journée pour que finalement il accepte de revenir sur sa décision et qu'on signe le document initial. Mais c'est vrai que ça peut être des moments un peu de stress quand on a bossé 3 ans sur un projet et que finalement il peut toujours se passer des histoires au moment de la signature de bail, même si en théorie la promesse engage le propriétaire à signer le bail et on peut pas non plus partir en justice à la moindre problématique. Donc voilà. Et donc là on avait effectivement à l'issue de la négociation on avait lâché quelques points sur des aménagements supplémentaires qu'on proposerait à la commune, mais on avait pu conserver finalement le loyer initial. Ok, négociation un peu rude, mais j'imagine que sur ce genre de contrat avec des chiffres aussi élevés, forcément ça peut arriver. Écoute, merci beaucoup Xavier pour ton intervention et pour ton temps. À très bientôt. Et merci Marian, à bientôt. À très bientôt pour un nouvel épisode.